Parfois, c'est même une pièce entière, un seul déclic du verrou dans le dos, et la personne semble basculer dans un autre monde. L'air devient piquant, les doigts cessent d'obéir, les oreilles s'engourdissent, la respiration se coupe. On a envie de frapper la porte, mais les mains se transforment en moignons de bois maladroits. Voilà à quoi ressemble un piège vu de l'intérieur d'une immense chambre froide industrielle. Et c'est précisément par une telle chambre que commencent les recherches de la Benjamin de la famille, propriétaire d'un restaurant chinois. Où peut-on même se cacher dans un restaurant? Les endroits sont peu nombreux et chaque fouille prend 1 minute. Dans les toilettes, on regardera sous chaque cabine, on remarquera tout de suite. Les réserves, la cuisine, même histoire. Une personne attentive et la partie de cache-cache est terminée. Il ne reste en réalité qu'une seule porte, cette lourde porte en acier. Entrer à pied, solidement installée dans le top 15 des phobies légèrement irrationnelles de l'homme ordinaire. Sur des forums comme Reddit, on en discute sérieusement. Imagine, on t'a enfermé pour la nuit dans un réfrigérateur commercial. Personne ne viendra avant le matin. Que faire? Et les réponses qu'on y trouve ne sont vraiment pas rassurantes. L'un écrit « Prends les caisses de nourriture congelées, empile-les autour de toi comme un igloo, isole-toi du flux d'air froid qui chasse la chaleur, sinon l'hypothermie te rattrapera plus vite qu'il n'y paraît. » Un autre conseil, sur les étagères, il y a généralement de grands sacs en plastique. Enveloppe-toi dans d'eux, respire à l'intérieur pour te réchauffer avec ta propre respiration, sors de temps en temps prendre de l'air. Ainsi tu tiendras environ 8 heures. Un troisième se rappelle son travail dans une gargote à poissons et « je glisserai des tartes congelées sous mes vêtements, dans le pantalon, sous la chemise. » Les 20 premières minutes seront insupportablement froides, puis cette couche commence vraiment à fonctionner comme un isolant. Et c'est là qu'on s'étonne à quel point l'être humain devient inventif quand il s'agit de survie. Le conseil le plus pertinent, cependant, a été donné par un spécialiste travaillant avec les réfrigérateurs industriels. Il explique « Trouvez quoi que ce soit avec quoi vous pouvez coincer les pales du ventilateur. Elles cessent de tourner, le compresseur à l'extérieur commence à surchauffer, la chambre cesse de refroidir, l'alarme de température se déclenche et quelqu'un arrive. Mais c'est l'étape ultime, après vous être assuré que la sortie de secours intérieur ne fonctionne pas. Et elle ne fonctionne, d'après les récits des employés de restaurants, étonnamment souvent. Et voilà que c'est précisément cette chambre froide que la police vérifie, l'une des premières, lorsqu'elle cherche la Benjamin de la famille disparue. Et si elle était entrée par hasard à l'intérieur et que la porte avait claqué? Les agents démontent les cartons, les sacs de produits crus, examinent les étagères, regardent sous les chaises, fouillent les sacs. Elle n'est pas ici. Ils vérifient encore une fois, sortent à l'extérieur avec la certitude qu'elle n'est définitivement pas dans la chambre froide. C'est l'angle mort. Ils ont fouillé tout au niveau des yeux et en dessous, regardé dans chaque coin, dans chaque sac, dans chaque détail des étagères. Mais pendant qu'ils se tenaient dans cette chambre froide, personne n'a eu l'idée de lever les yeux vers le haut. C'est l'histoire d'Ashley Ju, la plus jeune de la famille, qui sera plus tard retrouvée dans les murs du restaurant chinois de ses parents. Une hauteur d'environ 5 mètres, et pourtant, selon les statistiques, les couvreurs n'occupent que la 4e place sur la liste des professions les plus dangereuses aux États-Unis. Devant eux se trouvent les bûcherons, les pilotes avec les mécaniciens de bord et l'extraction de pétrole, de gaz et l'industrie minière. Et voici 2 de ces couvreurs qui occupent la 4e ligne de ce classement, debout sur le toit d'une animalerie. La hauteur n'est certes pas la plus effrayante de leur carrière, mais ils restent quand même sur leur garde. La chaleur de midi approche, et à un moment donné, l'un des ouvriers s'approche du bord et regarde simplement vers le bas, dans le parking. Il fixe le vide pendant que son collègue termine sa partie. C'est alors qu'il voit un SUV entrer sur le parking. Il dira lui-même plus tard que rien n'était inhabituel, juste une journée ordinaire, aucun pressentiment. Un homme sort de la place du conducteur, une femme du côté passager. Entre eux, ils n'échangent pas un mot. À 2, ils ouvrent la portière et en sortent la plus jeune, environ 5 à 6 ans. Ils l'ont sortie de son siège auto, lui ont couvert le visage avec une veste d'hiver violette, il fait froid dehors, et se sont éloignés de la voiture. La scène est si banale que l'homme l'oubliera complètement par la suite. Il ne s'en souviendra que lorsque des policiers viendront le voir avec des questions, parce qu'au moment où il regardait d'en haut ce trio, le père, la mère et la plus jeune, l'un d'entre eux n'était déjà plus en vie. Et voilà qu'au 911, un homme appelle.
On entend qu'il essaie de se contenir, la voix égale, presque calme. La standardiste prend l'appel, demande brièvement ce qui s'est passé. Il répond qu'il ne peut pas trouver sa fille. Quel âge? 5 ans. Elle vient de les avoir. Et quand l'a-t-il vue pour la dernière fois? Quelque part dans l'après-midi, vers 3 ou 4 heures. C'est-à-dire que l'appel a lieu vers 9 heures du soir, et il n'a pas vu sa plus jeune depuis 5 heures de l'après-midi, qui serait partie chez une amie et ne répond pas. Il s'agit d'une enfant de 5 ans. La standardiste précise comment elle est habillée. Une veste d'hiver violette, en dessous pas un jean, comment on appelle ça correctement, quelque chose comme des leggings de teinte grise. Et vous ne l'avez pas vue pendant 5 heures? Oui, elle dormait. Où ça? Au restaurant. Et ensuite, il explique le tableau. Avec sa femme, ils tiennent leur propre restaurant. Dans l'arrière-boutique, il y a un petit matelas, où ils couchent parfois l'une de leurs 2 filles. L'aînée a 6 ans, la plus jeune en a 5. Et voilà que la cadette a disparu. Il arrive que les filles fassent simplement la sieste dans la réserve pendant que les parents travaillent en salle. Et là, elle n'y est plus. Selon ses dires, c'est bien ce qui s'est passé. Elle dormait sur un matelas. Il est allé chercher l'aînée à l'école. Ils sont rentrés. Tous les 3 ont vu la petite endormie. Personne ne l'a touchée. Personne ne l'a réveillée. Ils sont allés travailler. Ils ont été pris dans le rythme. L'affluence est arrivée. Puis ils ont commencé à fermer le service et à faire le ménage. Ils ont ouvert la porte de la réserve et elle n'était plus là. La standardiste demande s'il y a des caméras. Non, aucune. Cela fait 6 ans qu'ils travaillent ici et pendant tout ce temps, ils n'ont jamais installé une seule caméra. Mais on l'a bien vu, répète-t-il. Sa femme lui-même, la fille aînée, quand ils sont rentrés de l'école, tous les 3 ont vu la petite endormie. Quelqu'un de suspect est-il entré dans la salle? Aurait-elle pu sortir d'elle-même, s'enfuir? Il répond qu'il n'en a aucune idée, elle dormait dans la réserve. Comment pourrait-on le deviner? Et les employés n'ont rien vu. Il n'y a aucun employé. Au restaurant, il n'y a que lui et sa femme. Et en ce moment, il n'y a que 3 personnes dans le bâtiment. Quand vous êtes parti chercher l'aînée, qui est resté avec elle? Sa femme. Il est allé chercher l'aînée seule, et pendant ce temps, elle était au restaurant. Et quand il est rentré, tout le monde était sur place. Tout fonctionnait comme d'habitude. Le restaurant a toujours fonctionné. Le matin, le père déposait sa fille à l'école. Ensuite, sa femme et lui arrivaient. Il levait les volets et puis il repartait la chercher. Comme toujours. Sauf que, selon les dires du père, sa femme et sa fille seraient parties à l'école chercher la cadette. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ma femme est constamment au restaurant. C'est l'enregistrement de l'interrogatoire. Ils le réécouteront plus d'une fois. Il n'y a pas d'incohérence flagrante. Rien qui écorche directement l'oreille. La seule chose à laquelle on peut s'accrocher, c'est que sa voix sonne trop posée, bien que cela puisse au contraire être interprété en sa faveur. Le père est concentré. Il agit avec méthode, il garde l'objectif en tête. Quand je suis allée chercher ma fille, et quand nous sommes rentrés, moi avec ma fille, sans ma femme. Ma femme est restée tout le temps ici, c'est ce que dit le mari. Là apparaît un détail clé. Il en ressort que l'épouse non plus ne l'a pas vue depuis environ 16 ou 17 heures, et le père explique. Elle a été vue vers 16 heures. Tout le monde l'a vue. La sœur aînée, la femme l'a vue, le mari l'a vue. Tous l'ont observée pendant qu'elle dormait. Puis l'affluence du soir a commencé. Ils se sont occupés du service du dîner, puis ils sont allés vérifier, et elle n'était plus là. Et 5 heures s'étaient déjà écoulées. C'est là qu'apparaît une hypothèse sur laquelle l'enquête concentre immédiatement son attention. Il est possible qu'elle ait réussi à se glisser dehors par la sortie arrière. Si c'est le cas, il ne reste à la cadette que quelques heures. Parce que si elle est dehors ne serait-ce que 2 heures et qu'il fait moins 14, le temps lui est compté, parce que moins 14 degrés Celsius, c'est un congélateur. C'est le scénario le plus terrible à première vue. Le deuxième en gravité. Ashley, 5 ans, perdu dehors dans un tel froid. Et pendant que l'enquête garde ce scénario à l'esprit, il est important de comprendre dans quel monde vivent les inspecteurs, vers qui l'on se tournera ensuite pour obtenir de l'aide. Beaucoup d'inspecteurs sanitaires n'aiment pas du tout fréquenter les restaurants en tant que clients. Il y a peu de plaisir là-dedans. Si tu veux dîner avec un inspecteur, viens chez lui. On peut les comprendre, parfois cuisiner à la maison est plus sûr. La moitié des établissements contrôlés organisent sous leurs yeux ce qu'on appelle dans le métier des exercices d'incendie. Et voici un détail important.
Vous pensez que l'inspecteur ne comprend pas ce qui se passe? Il comprend parfaitement, car le manager et le propriétaire ont les yeux comme des soucoupes. Ils commencent à distribuer des ordres aux employés, toi par ici, toi par là. En substance, ils orchestrent une opération de dissimulation des infractions, tout en créant de nouvelles à la volée. D'autres essaient la tactique de la diversion, diviser pour régner. Ils chargent leurs gens d'entourer l'inspecteur de tous les côtés pour qu'il n'ait pas le temps d'examiner correctement les lieux. Et l'inspecteur se dit intérieurement: ça ne marche pas. Quelque chose comme un cercle. Et dès que l'inspecteur arrive chez l'un, celui-ci donne immédiatement le signal aux autres. Il existe des dizaines de façons de contourner une inspection. L'inspecteur sanitaire, le meilleur ami du citadin et le pire ennemi d'un restaurant malhonnête. L'un d'eux vit selon une règle simple: va aux toilettes avant de passer commande. Entre dans les sanitaires. Dans la plupart des établissements, les toilettes et la cuisine sont à peu près dans le même état. Un inspecteur écrit sur le net. Dans un restaurant animé, sous la table de découpe, il y avait un seau. Je me suis demandé: c'est quoi ce seau? Je me suis approché. Les cuisiniers urinaient directement dedans, pour ne pas avoir à aller aux toilettes. Un autre raconte: je me souviens, un jour, on a renvoyé un steak en cuisine. Ils l'ont retourné et de l'autre côté, un cafard croustillant et cuit y était collé, carrément incrusté dans la viande. Un Japonais écrit sur le net. En Californie, j'ai surpris quelqu'un en train de changer une couche directement sur la table où l'on étale la pâte. Leur justification était: et alors, on n'a pas encore ouvert. Les gens partagent. J'ai vu de la soupe cuite dans des seaux de chantier de 5 gallons directement posés au sol. J'ai vu quelqu'un remuer la soupe sans louche, à main nue. L'un avoue: en tant qu'inspecteur, j'ai découvert qu'un restaurant local lavait sa vaisselle dans le lac à l'arrière. Et voici encore une histoire qui est en substance très révélatrice. Je ne suis pas inspectrice, mais j'ai travaillé dans une grande chaîne de fast-food. J'avais une collègue qui se léchait l'index chaque fois qu'elle prenait une tranche de fromage de la pile pour un cheeseburger, comme si elle séparait des feuilles de papier dans une rame, et je l'ai observée pendant des services entiers, raconte-t-elle. Et elle n'a pas signalé l'incident au service sanitaire, mais elle n'a plus jamais touché à ses cheeseburgers. Un autre écrit: je travaillais dans une autre grande chaîne nationale de restauration rapide. Quand l'inspecteur arrivait, les cuisiniers sortaient tous les produits périmés des réfrigérateurs, les empilaient près de la poubelle, attendaient près des voitures des employés que le contrôle se termine, puis ramenaient tout à l'intérieur. Un inspecteur raconte: on recevait constamment des plaintes concernant la machine à glace à la vanille, dans laquelle flottaient des pointes noires. Ce qui l'inquiétait sérieusement, ce n'était pas vraiment ça, mais autre chose. Qu'à l'intérieur puissent se trouver des copeaux de métal, de petits morceaux provenant du verrou, c'est une menace directe pour la santé. Et dans le tambour des machines à glace vivaient des cafards, qu'on broyait avec la masse et qu'on servait aux clients comme un apport protéique supplémentaire. Quelqu'un écrit dans les commentaires: vous pensez que c'est tout? Sous cette peinture, ils ont recouvert un rat mort et l'ont laissé là pour toujours. Comparé à quel point les inspections sanitaires peuvent être effrayantes, la cuisine chinoise chez Hang à Agawam paraît en fait tout à fait acceptable. Chez Hang, c'est un petit restaurant chinois à emporter. On n'y vient pas pour s'asseoir et dîner. On commande, on récupère sa nourriture chinoise grasse et on s'en va. Quelques tables avec des menus, des bouteilles de sauce soja, des pots d'huile pimentée. Mais d'habitude, on voit seulement une file de gens le nez plongé dans leur téléphone en attendant leur sac. La plupart des infractions concernent le poulet. On le décongèle sur une grille à température ambiante, alors que selon les règles, ce doit être uniquement au réfrigérateur ou sous l'eau courante. Le poulet cuit est laissé refroidir directement sur la table, alors qu'il devrait être disposé dans des plateaux peu profonds et immédiatement placé en chambre froide. Et il y a aussi les sacs jetables du supermarché, alors que pour les denrées alimentaires, il faut un emballage spécial. Ce sont les formulations des inspecteurs eux-mêmes. Néanmoins, dès que les remarques sont corrigées, l'établissement passe tranquillement toutes les inspections suivantes. Il n'y a rien d'inhabituel dans ces rapports, sauf une chose. Il a été rédigé par une inspectrice du nom de Christina et aucun des clients à l'époque n'y a prêté attention. Le 4 janvier 2017, Christina écrit: « Pendant l'inspection, j'ai remarqué la plus jeune des personnes présentes, recroquevillée sur une petite chaise pour enfants dans la réserve sèche. Cela m'a immédiatement alertée.
à la fois le fait même de sa présence et son état. Je pensais qu'il n'y avait que le propriétaire et sa femme dans l'établissement. J'ai demandé quel âge elle avait, je n'ai pas obtenu de réponse. Alors je l'ai regardée et j'ai dit « Tu as 3 ans ?» Elle a répondu « 5 ». Je suis restée à l'intérieur environ 1h30. Elle n'a pas bougé de sa place et j'ai demandé au propriétaire si elle allait à la maternelle ou en classe préparatoire. Il a répondu « préparatoire », mais quelque chose ne collait pas. Dans le couloir menant à la cuisine se trouvait une petite table bleue avec de la peinture, des crayons, une poupée, un poupon et quelques autres jouets. Et pourtant, c'était terriblement étrange. Elle se taisait, regardait simplement le sol. Punie, mais elle ne l'a pas affirmé. Et pendant tout le temps qu'elle a passé là-bas, cette sensation ne l'a pas quittée. Et au début, elle n'avait absolument rien remarqué. La fillette était comme un petit fantôme. C'est une déposition écrite, remise à l'officier. Quelques semaines plus tard, cette même Ashley, qui avait 5 ans, disparaît. Le restaurant compte officiellement 4 employés. Liang Dao, le père. Min Min, la mère. Jojo, la fille aînée, elle a 6 ans. C'est un surnom familial. Dans les documents, elle est enregistrée différemment, mais à la maison, on l'appelle Jojo. Et Ashley, la plus jeune, elle a 5 ans. Ces 4 personnes constituent l'intégralité du personnel de l'établissement. Il n'y a personne d'autre. 4 personnes et un menu de 300 plats. Et chacun de ceux qui entrent pour passer commande, durant les 5 à 8 minutes d'attente, a le temps de se forger sa propre opinion sur la famille. Et toutes ces opinions divergent considérablement. Un ancien livreur se souvient que Min Min et Liang semblaient être de bonnes personnes, mais il ajoute « J'ai toujours eu l'impression que Liang voulait un fils. Il disait « Je veux un fils » et il n'avait pas de fils, et à mon avis, ça le rongeait. Faites-en ce que vous voulez. D'autres trouvaient que tenir un tel établissement à 2, c'était déjà trop. Ils cuisinent, ils servent au comptoir et tout le reste. Leur emploi du temps est infernal. Une employée de l'école primaire locale raconte « Ma fille était amie avec l'aîné, avec Jojo. Quand elles voulaient jouer ensemble, je devais amener ma fille directement au restaurant. Mais dans l'ensemble, la famille paraissait équilibrée. Personne ne les a jamais surpris dans un mauvais moment. Ce sont les paroles textuelles des personnes qui connaissaient la famille personnellement. Ils étaient toujours polis, un peu fermés, mais vivaient de manière isolée. Les 2 sœurs étaient, semble-t-il, les filles à leur papa. Et maintenant, Ashley n'est plus là. Et le seul indice qu'a la police, c'est qu'elle est peut-être sortie dans la rue. Les portes du bâtiment donnent sur le parking d'un centre commercial, et juste derrière commence une forêt dense. C'est l'une de ces zones suburbaines de l'Ohio où l'on roule et où l'on ne voit que des arbres, un centre commercial, encore des arbres, encore un centre, et encore des arbres. Et voilà une fillette de 5 ans qui pourrait se trouver n'importe où. On a pu l'emmener. Il se comportait étrangement. C'était une question. Et le père répond « Oui, il y avait 2 hommes, ils sont venus au restaurant à quelques mois d'intervalle, mais 2 fois. Je me souviens de cette conversation uniquement parce que les questions qu'il posait étaient étranges. À l'époque, il nous avait semblé que ces 2-là repéraient le restaurant en vue d'un cambriolage. Ils demandaient des trucs du genre « À quel moment avez-vous le plus de flux? Combien de temps dure le chargement? À quelle heure fermez-vous ?» Je n'ai plus prêté attention à cela, car cela semblait quand même un peu stupide de poser une telle question. Apparemment, ils ont eux-mêmes compris qu'il n'y avait rien à prendre ici et sont passés à autre chose. Mais peut-être qu'ils se trompent. Peut-être que ce couple n'était pas du tout venu pour l'argent. Peut-être qu'ils cherchaient quelque chose de complètement différent. Car dans la forêt derrière le restaurant, la police trouve le premier indice matériel et il a l'air inquiétant. Une paire de baskets noires, trop grandes pour appartenir à Ashley. Une taille adulte. Plus d'une centaine d'agents passent toute la nuit à ratisser la forêt dense derrière l'établissement. Les habitants sortent pour les recherches vêtus d'énormes doudounes et manteaux. Une femme est filmée directement depuis sa voiture, alors qu'elle se rend au lieu de rassemblement. Elle dit « Je prie simplement pour que celui qui l'a emmenée ait le cœur de la ramener à la maison, parce que les parents perdent la tête en ce moment. » Elle était une si adorable petite fille, et elle l'adorait. Chaque fois qu'elle passait chez eux pour prendre à manger, elle tournait derrière le comptoir et lui parlait obligatoirement. Le soir même, sur le parking devant le restaurant, les habitants du village se rassemblent.
Les gens prient, se consolent mutuellement, demandent qu'Ashley revienne vivante, et au moins une personne dans cette foule prie pour exactement l'inverse, qu'on ne la retrouve jamais. Et vous, savez-vous repérer quand on vous ment? Sur YouTube, il y a plein de vidéos où d'anciens profileurs du FBI expliquent comment démasquer un menteur. Sur ce sujet, on trouvera au moins 4 vidéos, voire plus. Mais la seule méthode vraiment efficace consiste d'abord à établir une ligne de base de comportement, à comprendre comment cette personne précise s'exprime sans tension, quels sont ses gestes habituels, puis à suivre les décalages quand elle commence à tourner autour du pot. Si vous n'avez pas le temps pour ça, on conseille de capter les micro-expressions. Donnez à quelqu'un une bonne nouvelle vous concernant et observez la grimace ou le rictus d'une seconde qui passera avant le sourire et les félicitations. Si vous arrivez à l'attraper ne serait-ce qu'une fraction de seconde, sachez qu'il ne peut tout simplement pas y avoir de joie sincère là-dedans. Et parfois, les signaux se cachent sous la table. Ça, soit dit en passant, fonctionne vraiment. Récemment, un extrait d'un drama coréen est devenu viral, et ce n'est pas par hasard, parce que les gens ont des capacités très caractéristiques de promesses. Dans le clip, un garçon et une fille se retrouvent dans un café. La fille se met à pleurer, le garçon se lève pour aller lui chercher des serviettes, il a de la peine pour elle. Pendant qu'il revient vers la table, elle est assise dos à lui et continue de sangloter. Il s'arrête parce qu'un seul regard sur son dos lui suffit pour lire le langage de son corps. Elle ment, il n'y a aucun vrai pleur. Et le plus curieux, c'est que si vous regardez attentivement, ce qui la trahit, ce n'est pas la poitrine qui ne se soulève pas, ce ne sont pas les épaules immobiles, ce n'est pas la position du dos. Elle est pourtant courbée, et ce n'est même pas le tremblement des jambes. Ce qui la trahit, c'est un seul détail. Son pied bouge de haut en bas. Elle balance une jambe, les jambes sont croisées, et un pied se balance en rythme. Et ça n'arrive habituellement pas quand quelqu'un sanglote pour de vrai. C'est l'écart entre l'image et l'état. Autrement dit, quand un adulte ment, il y a des incohérences. Un enfant en bas âge est-il capable de mentir? On peut parier qu'à cet âge, mentir est presque impossible. Et à cet âge-là, il y a une période où ils tâtent les limites et apprennent à communiquer. Mais il me semble que mentir pour de vrai, ça leur est presque impossible, parce que les adultes, dans la plupart des cas, vont les démasquer. Ils ne sont pas encore maîtres dans l'art de dissimuler la tromperie. L'un des inspecteurs chargés des recherches remarque la sœur de Jojo. Celle-ci est assise à l'écart de tout le monde. Il obtient l'autorisation et s'approche pour lui demander une fois de plus ce qu'elle a exactement vu au restaurant. Jojo regarde autour d'elle, s'assure que personne n'écoute et murmure « Maman et papa m'ont dit que je n'ai pas le droit de raconter ce qui s'est passé. »« Quoi? Quoi ?» Anne répond qu'elle ne sait pas vraiment et qu'elle n'est pas sûre. Maman et papa lui ont dit qu'elle n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit. Et à cette seconde, l'inspecteur regarde à travers la salle Min Min et Liang et l'image cesse de coller. Liang tripote nerveusement ses doigts en disant quelque chose aux autres agents et de l'extérieur, il a l'air plutôt inquiet que désorienté. Bon, admettons qu'il soit vraiment nerveux parce qu'il cherche Ashley, mais Min Min, sa réaction en ce moment, comme tout au long de cette journée, reste glaciale. Un agent s'approche de Liang, le père, et lui demande « Avez-vous une photo récente d'Ashley ?»« Non. Vous n'avez pas de réseaux sociaux, vous n'avez rien publié. Peut-être y a-t-il un album photo en papier à la maison. Il n'y a rien. » L'unique cliché est la photo du passeport, et il existe une théorie selon laquelle on ne peut tromper le polygraphe que d'une seule manière, serrer les fesses ou glisser une punaise de bureau dans sa chaussure, et chaque fois que vous répondez sincèrement, vous appuyez avec le doigt de pied sur cette punaise ou bien vous contractez et relâchez lentement les muscles, vous faussez vous-même les relevés de l'appareil. Le père entre le premier dans la salle d'interrogatoire. Il porte un sweatshirt noir, habillé décontracté. D'abord viennent les questions de contrôle. Tu comprends pourquoi ce test est réalisé? Pour vérifier s'il a causé du tort à sa fille. Ensuite, je lui demande « As-tu fait quelque chose de mal, Ashley ?» Réponds honnêtement, oui ou non. Non. Si je te demande maintenant « As-tu un lien physique avec… » Min Min essaie d'obtenir l'asile aux États-Unis, mais cela ne fonctionne pas. Elle pourrait devenir citoyenne, ma mère est passée par tout cela, c'est plus compliqué que cela en a l'air de l'extérieur. Et que ressens-tu? Quelles sont tes émotions à l'idée que ta femme puisse être expulsée? Bon, je ne sais pas quoi faire avec les plus jeunes. C'est-à-dire que tu t'inquiétais de ce qui allait se passer ensuite, qu'elle ne pourrait pas les emmener avec elle? Je ne sais pas.
Même si elle les emmenait, il faudrait quand même que je subvienne à leurs besoins. Il s'occupe principalement des affaires du restaurant. Donc tu n'as pas de hobby, rien que tu aimes faire? J'aime dessiner, parfois jouer. Et quel est ton principal objectif dans la vie? Quel âge a-t-il? 34 ans. Et, à vrai dire, il a déjà dit à sa femme qu'il avait renoncé à ses rêves personnels, qu'il veut seulement élever les plus jeunes pour qu'ils aient un avenir normal. Tu prévois plus de 2 enfants? Il en voulait 4, mais bon, ça arrive. Cote 1, cote 2, a-t-il répondu. Cote 3, cote 4. Et le père reste très calme. Et à ce moment précis, un basculement se produit. Ce qui avait commencé comme un test polygraphique cesse d'être perçu comme tel et se transforme en un véritable interrogatoire. Ce type d'interrogatoire est souvent qualifié de « enterré vivant ». Il est très intéressant d'observer différents enregistrements d'interrogatoires. Le rythme varie considérablement d'un cas à l'autre, mais on peut globalement les classer par type. Tout dépend de l'enquêteur lui-même, du nombre de preuves concrètes qu'il a en main et du caractère de la personne assise en face. Chaque personnalité réagit à sa manière. Mais ce cas est un exemple véritablement scolaire d'enterrement vivant. La terre semble s'écrouler lentement sur la personne interrogée. Chaque mensonge t'enfonce plus profondément et à un moment donné, il devient impossible de respirer. Ensuite, l'enquêteur reprend les questions. Pourquoi as-tu accepté de passer le polygraphe en premier lieu? Je ne savais pas. Je pensais que j'étais obligée. Écoute, est-ce qu'Ashley s'est déjà enfuie? Enfuie de la maison? Une fois, elle est sortie par la porte de derrière. Bon, je veux juste savoir si elle est du genre à partir comme ça quelque part. Non, tu as dit qu'elle s'enfuyait par la porte de derrière, qu'elle est sortie en courant par l'arrière-boutique de l'appartement? Non, du restaurant. Peux-tu raconter ce que tu as fait hier? Cela fait longtemps qu'il n'a pas dormi et il ne se souvient même pas de ce qu'il a fait hier. Ashley est-elle déjà partie seule auparavant? Oui, elle est déjà partie. Elle a ouvert la porte de derrière et est sortie. Et peut-elle déverrouiller la porte toute seule pour sortir? Oui. Elles savent toutes les deux le faire. Toutes les deux l'ont déjà fait. Elles n'ont pas le droit, mais elles le font quand même. Et combien de serrures y a-t-il sur la porte de derrière qu'elles doivent ouvrir? Pas une seule. De l'intérieur, elle s'ouvre automatiquement, d'accord, mais pour entrer à nouveau depuis l'extérieur, il faut une clé. Et selon toi, qu'est-il arrivé à Ashley? Je ne sais pas. Et là, le détective joue son rôle. Imaginons que quelqu'un l'ait emmenée. Que penses-tu qu'il devrait arriver à cette personne? Qu'aimerais-tu qu'on lui fasse si l'enquête démontrait que quelqu'un l'avait emmenée? Elle errait simplement dans le quartier, on l'a prise et emmenée. Et il veut qu'elle revienne. Et qu'est-ce qui devrait arriver à cette personne pour qu'elle aille en prison? Et quelle est la probabilité qu'à l'intérieur du restaurant, quelque chose de fâcheux soit arrivé? Que quelque chose se soit passé à l'intérieur et qu'elle-même ait connu un malheur? C'est possible. Et on lui pose la question parce qu'on est obligé d'examiner chaque hypothèse quand une personne franchit cette étape. Le plus jeune sort par la porte et une chose extrêmement désagréable se produit, transporte, et maintenant ces gens ont leur propre petite, ou peut-être qu'un malheur est arrivé, elle s'est brûlée avec de la graisse ou autre chose, et la voilà sans signe de vie, tu as peur, tu ne sais pas si la police te croira ou non, et tu prends simplement ce que tu as trouvé et tu le caches quelque part. L'enquêteur est obligé d'envisager cette possibilité parce que malheureusement cela arrive aussi. Mais si tu sais ce qui s'est passé, tu dois me le raconter, parce qu'en ce moment même, un nombre énorme de personnes la cherchent, bien plus que tu ne peux l'imaginer. La patrouille routière, des hélicoptères, des avions, des chiens, ils ont mobilisé toutes les personnes possibles. Mais si tu sais qu'on ne la retrouvera jamais, tu dois le dire tout de suite, parce que ces gens sont séparés de leur famille et le seront encore pendant de nombreux jours. Et ce n'est pas juste envers eux. Et si tu sais vraiment où elle est, une autre possibilité, c'est que tu l'aies vendue. Quoi? Et là, tout le monde est sous le choc. Beaucoup le font. Ils vendent leurs propres enfants. Mais si tu sais ce qui s'est passé, tu dois le raconter. Et ensuite, il demande à s'arrêter, il lui balance un tas de choses, et lui n'a pas dormi depuis très longtemps. Et il ne pense pas vouloir continuer. Mais un tas d'autres gens ne dormiront pas tant qu'on ne l'aura pas retrouvé. Nous devons le faire pour toi, pour tout le monde, lui dit l'enquêteur, et pour Ashley. Il garde à peine les yeux ouverts. Il n'a pas eu de repos depuis hier et il a dormi, mais il ne sait pas combien de temps. On lui pose toutes ces questions et elles sont dures, et il commence à avoir peur. De quoi a-t-il peur?
Il sait quelque chose qu'il n'a pas raconté. Et ensuite, on lui dit qu'on est prêt à devenir son représentant, puis on lui dit qu'il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne pourrais pas dire ce qu'il faut. Non. Et je marcherai à tes côtés, je ne te ferai pas faire ça seul, mais tu dois me raconter ce qui se passe. Et il dit, j'ai peur que si je continue à passer le test, et qu'il indique que je mens ou que j'essaye de le tromper, cela se reflète mal sur lui. Et il dit, tu as raison, c'est mauvais. Et personne ne veut ça. Et il a déjà dit qu'il a du mal à se concentrer et à rester assis. Il ne peut même pas garder les yeux ouverts, il ne fait que cligner. Sinon, on lui demande « Peux-tu dire où elle est? Pourrais-tu la retrouver? Peux-tu au moins faire ça pour nous? »« J'ai juste peur pour ma femme, c'est tout, » répond-il. « Pourquoi? Qu'a-t-elle fait? Elle a commis une erreur. » Non, son expulsion, ça c'est effrayant, mais je m'en fiche. Il ne s'agit pas de ta femme, il s'agit de ta fille, et ils veulent simplement la retrouver. Non, toute ma famille va s'effondrer. Est-ce que je peux au moins rentrer à la maison d'abord? Répond-il. C'est très étrange. Je sais que tu sais quelque chose. Je veux juste avoir la possibilité de renvoyer tous ces gens, si c'est possible. Et si je peux les faire rentrer chez eux, c'est tout ce que je veux. J'ai besoin d'encore un peu de temps, répond-il. C'est tout. Et sais-tu au moins approximativement où elle se trouve? Si nous savons où elle est, tu peux ne pas raconter le reste de l'histoire. Eux veulent juste savoir où elle est. Mais il fait traîner et dit qu'il lui faut encore un peu de temps. Et ensuite, on le pressure de nouveau. Sait-il où elle est? Et plus ça traîne, pire ce sera ensuite quand il s'avérera que pendant tout ce temps tu pouvais arrêter ça et que tu ne l'as pas arrêté. Personne ne fera de manières avec toi après. Personne n'aura pitié de personne. Et tout deviendra très, très ignoble. C'était un accident. Il ne voulait pas ça. Que s'est-il passé? Elle est tombée? Non. Quelque chose s'est renversé sur elle? Non. Quelqu'un est tombé sur elle? Non. Elle jouait et s'est blessée? Non. Dis-le, c'est tout. En prison. Mais pourquoi iras-tu en prison? Qu'as-tu fait? Parce que j'ai touché à ce à quoi il ne fallait plus toucher. Et cette phrase, au fond, bouleverse toute l'affaire. Jusqu'à cette minute, les enquêteurs n'avaient que des suppositions, des hypothèses de travail et le sentiment inconfortable que le père ne disait pas tout. Maintenant, ils ont un aveu. Aussi flou soit-il, aussi à la limite soit-il, c'est le premier véritable aveu en toutes ces heures d'interrogatoire. Parallèlement à ces conversations, la police continue de travailler sur place. La forêt autour du bâtiment est ratissée depuis déjà plusieurs heures. Mais à un certain moment, les enquêteurs reviennent au restaurant lui-même. Ils l'avaient déjà inspecté auparavant, et plus d'une fois, mais maintenant ils y entrent dans un tout autre état d'esprit. Maintenant, ils savent que c'est précisément ici qu'il faut chercher. Ils entrent à nouveau par la porte de devant et traversent l'établissement. À nouveau la cuisine, le congélateur, la réserve encombrée, le minuscule cagibi avec un matelas à même le sol. Tout ce qu'ils ont déjà vu. À cet instant, l'un d'eux s'arrête. Une échelle est appuyée contre le mur. Une échelle de travail ordinaire, rien de particulier. Sauf qu'elle s'appuie sur un point bien précis, juste au-dessus d'une grande chambre froide industrielle. La lumière de la lampe torche glisse vers le haut. Sur le toit de cet énorme congélateur commercial, entre son sommet et le plafond, se trouve un espace étroit, un passage, et les dalles du plafond reposent là de façon irrégulière, pas comme elles devraient l'être. Apportez l'échelle, nous devons monter là-haut, et le polygraphe ne sera effectué que la semaine prochaine. Les agents sont arrivés sur les lieux à 21h et depuis ce moment, ils ont travaillé sans interruption, toute la nuit et toute la journée suivante. Ce n'est qu'après cela qu'ils s'occuperont du détecteur de mensonges. Pour l'instant, les enquêteurs retournent au restaurant avec déjà d'autres questions. Dès le début, ce couple suscitait chez eux des incompréhensions. Maintenant, le cercle se resserre définitivement. La forêt cesse d'être la principale zone de recherche. Toute l'attention se porte à l'intérieur. Jusqu'à ce moment-là, la situation ressemblait à une disparition qui s'éternisait. Maintenant, elle est entrée dans une autre phase. Le premier agent retire délicatement la première dalle et la pose sur le sol. Le faisceau de la lampe torche parcourt un minuscule recoin. Et là, c'est un débarras ordinaire. Des albums photos, des clichés de mariage, Min Min et Liang. Il en sort quelques-uns et au fond, il remarque des sacs en plastique. Une odeur s'en dégage. Il les ouvre avec le plus grand soin à l'intérieur des pots. Des pots de poisson séchés, du poulet séché, il dirige la lampe plus loin.
Et tout au fond du recoin à ce moment-là, dans sa tête, il n'y a qu'une chose, il n'y a plus rien ici, il ne comprend pas. Et voilà, dans le coin le plus reculé, fermement enfoncé dans la fente, se trouve un conteneur de bus. Ce sont ces bacs en plastique gris dans lesquels, dans les restaurants, les serveurs chargent la vaisselle sale des tables. Une petite cuve en plastique. Au-dessus du plafond, le plafond de la salle est régulier, uniforme, mais la chambre froide est moins haute que la hauteur du plafond. C'est pourquoi un petit espace se forme au-dessus. Cela ressemble à un mini-grenier, mais même pas vraiment. Plutôt à un interstice technique dans lequel on a fait passer la ventilation et raccordé le congélateur à la dalle. Une petite niche de la taille d'un placard. Et c'est à travers cet interstice que l'officier tend la main vers le dernier seau restant dans le coin. Lentement, il l'attire vers lui, mais à première vue, c'est encore simplement du rangement. Il le tire plus près, et entend quelque chose bruisser à l'intérieur, du sel qui se déverse. Le conteneur est rempli de sel jusqu'en haut et fourré ici en hauteur. C'est étrange, bien sûr. Mais qui sait? Peut-être que dans ce restaurant, l'hygiène laisse à désirer. On écarte un peu le sel, en dessous il y a un sac en plastique noir et à l'intérieur, recroquevillé en position fétale, la découverte. Ashley. Toutes les grandes chaînes d'information de l'Ohio diffusent un bulletin d'urgence. Sur les lieux, on confirme ce que l'on cherchait, a été retrouvé dans le restaurant de ses parents. Ensuite, les gens commencent à faire 2 et 2 selon la chronologie. Il s'avère que de 8 à 9 heures, le restaurant Liang fonctionnait en mode normal. Il accueillait des clients, préparait la nourriture, servait les plats. Et pendant tout ce temps, dans le débarras, au-dessus du plafond, gisait la plus jeune de la famille. Le médecin légiste retire de la découverte tout le sel, tous ces petits grains blancs, la cause du décès, traumatisme contondant à la tête et au tronc. De nombreux agents n'ont pas apprécié les parents dès le début. L'un d'eux le mentionne même dans son rapport, sur une ligne à part. Les yeux ne sont pas rougis, aucune larme, aucune sécrétion nasale. Selon leur ressenti, on ne se comporte pas ainsi quand votre plus jeune enfant a disparu, à moins que ce ne soit pas vraiment votre plus jeune. Pendant des mois, Min Min et Liang répètent la même chose à Ashley. « Je suis ta maman, c'est ton papa, cette femme n'est pas ta mère. Arrête de l'appeler maman, c'est moi. » Mais Ashley ne comprend pas. Chaque fois que Min Min et Liang insistent sur ce sujet, elle pleure. Elle fait une crise et Min Min explique aux enquêteurs de quoi il s'agit. Ashley a été élevée par les parents de Liang, ses grands-parents paternels. Autrement dit, la grand-mère est la véritable mère. Min Min dit « Je dois lui parler, lui expliquer que je suis ta maman et que grand-mère est la maman de ton papa. Elle n'est pas ta maman, c'est moi. Tu viens de moi, de mon ventre. » Mais c'est très difficile à expliquer quand elle n'a même pas 4 ans. Maintenant, Min Min et Liang sont assis dans des salles d'interrogatoire séparées au commissariat. Ashley a déjà été retrouvée. Au début, Min Min, de manière peu convaincante, propose à l'enquêteur une version selon laquelle quelqu'un lui aurait dit qu'Ashley aurait pu être emmenée. Elle dit « Je ne sais pas, cette femme m'a dit qu'à son avis, on l'avait enlevée. » C'est déjà le lendemain. La découverte a été consignée, les 2 parents sont au commissariat. On ne lui a pas encore annoncé qu'Ashley avait été retrouvée. Dans la salle d'interrogatoire avec Min Min, il y a une enquêtrice, un enquêteur et une traductrice de chinois qui entre et sort. Et il lui pose des questions. Et il s'adresse à Min Min. Et là, le moment est vraiment intéressant. Min Min pose ses mains sur la table. Elles sont jointes. Sa posture est presque celle de quelqu'un venu à une réunion de travail. « Vous savez ce que j'ai demandé à votre aînée ? » Je lui ai demandé. « Où est ta sœur ? » Et vous savez ce qu'elle m'a répondu ? « Non. Maman et papa m'ont dit de ne pas vous dire ce qui s'est passé. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas avoir dit ça. Je vous dis tout autre chose. Voulez-vous que je vous raconte quelque chose ? Elle le veut. Ils ont trouvé Ashley. Bien. Où est-elle ? Elle n'est plus parmi nous. Pourquoi ? Voulez-vous que je vous dise où nous l'avons trouvée ? Maintenant, c'est vous qui allez nous raconter ce qui s'est passé. Là, bien sûr, elle est sidérée. Elle ne sait pas. Je pense que vous êtes une personne bonne, attentionnée, qui s'est juste retrouvée submergée par une accumulation de choses d'un coup. C'est vous-même qui nous le dites. Et elle ne pense pas être une bonne mère. La vie s'abat parfois sur une personne d'un seul coup. J'en ai 4, je comprends. Je le vois. Plus tard, dans le dossier de l'affaire, apparaîtra un enregistrement de l'interrogatoire que l'on réécoutera littéralement seconde par seconde.
Sur l'enregistrement, on voit une enquêtrice. Elle se penche plus près de Min Min et parle doucement, presque en murmurant. « Je vois que c'est difficile pour toi, je vais simplement m'asseoir à côté et nous resterons ensemble. » « Alors, que s'est-il passé? Raconte-moi. » Min Min se tait. « Que s'est-il passé? De quoi parlez-vous? Quelque chose s'est produit au restaurant. Nous essayons de comprendre ce qui a mené à cela. » Elle se braque. Mais l'enquêtrice essaie autrement. En fait, elle souffle une issue à Min Min. « Je pense qu'il y a aussi des accidents. Il est possible que quelque chose se soit produit par hasard et que tu n'aies pas voulu que cela arrive. Ou ton mari ne le voulait pas. Ou Jojo ne le voulait pas. Et nous devons comprendre quel genre d'accident c'était pour pouvoir éclaircir toute cette histoire. Je sais seulement ce que Jojo m'a raconté. À ce moment-là, un deuxième enquêteur entre dans la conversation, un inspecteur. Que penses-tu qu'elle ressent en ce moment? Je ne sais pas. Tu es une mère attentionnée. Tu as une plus jeune qui te regarde avec admiration. Je ne suis pas attentionnée, répond la mère. Et c'est là qu'il remarque quelque chose d'étrange. Elle dit « pas attentionnée », mais elle le dit de manière mécanique, sans intonation. « Pourquoi dis-tu cela? Tu l'es pourtant. Je vois comment tu prends soin de Jojo. Oui, je m'occupe constamment des enfants. » L'interprète explique à Min Min que quote 7 signifie quote 8, aimante. Je comprends, aimante. Oui, tu aimes tes enfants. C'est-à-dire que, comme cela s'avérera plus tard, elle ne savait simplement pas que quote 9 se traduit par quote 10. Il saute ce moment et passe à autre chose. Ashley, tu ne pleures même pas? Je ne peux pas. Pourquoi? Je ne peux simplement pas. Il ne me reste plus rien. D'accord, tout le monde comprend cela. Et que lui est-il arrivé? Et à cet instant, l'inspecteur se penche en avant. Il hausse la voix. L'ancienne tonalité douce disparaît complètement. Ta fille n'est plus, Min Min. Elle n'est plus. Elle n'était pas sur le canapé. Elle n'était pas sur le lit. On l'a retrouvée dans votre restaurant. On peut rester ici toute la nuit et jouer à ces jeux. Mais personne n'a envie de faire ça. Je sais que tu aimes tes filles. Tu nous l'as dit toi-même. Tu crois que Jojo a envie de traverser tout cela? Et de perdre sa sœur? Tu vas vraiment rester là et répéter « Je ne sais pas ce qui s'est passé, comment elle s'est retrouvée là-bas, au restaurant. » Ici, silence. Ta fille n'est plus, je ne comprends tout simplement pas. Tu as dit toi-même qu'il ne te restait plus rien. C'est bien ça, et il n'y a plus de larmes, et elle se tait. Ta fille n'est plus, et elle ne comprend tout simplement pas. Et moi-même, je suis déjà prêt à pleurer pour elle, dit l'homme. Je n'attends pas de larmes de ta part, mais il s'agit de l'issue d'un enfant de 5 ans. Et c'est à ce moment-là que l'atmosphère dans cette pièce minuscule devient pratiquement insupportable. Tout le monde sort. Min Min reste seule avec ses pensées, puis seul l'enquêteur masculin revient. Il s'affale sur la chaise en face d'elle. Il a l'air de s'affaler face à son propre fils adolescent qu'il viendrait de surprendre en train d'essayer de filer en douce de la maison. Déçu, agacé. Il a l'air d'un homme qui aimerait se trouver à n'importe quels autres 5 ou 10 endroits en ce moment. De quoi va-t-on parler? Elle secoue la tête. Je vais écouter. C'est juste que je n'ai plus rien à dire, parce que je sais que tu vas répéter qu'il ne s'est rien passé. Je veux simplement comprendre ce qui lui est arrivé. Et à tes yeux, je vois bien que quelque chose s'est passé. Elle est tellement épuisée. Comment dire ça plus tard? Tu crois que personne ici n'est fatigué? J'étais chez moi hier avec ma famille, dit-il, et il n'a pas dormi du tout. Depuis 5h30, il ne s'est pas recouché. Mon travail, c'est d'aider les gens et de leur apporter une forme de clôture. Ton mari m'a appelé parce que votre fille avait disparu. C'est comme ça que j'ai reçu le signalement. J'ai laissé ma famille parce qu'il est important pour moi de venir t'aider à la retrouver. Et ici, il faut souligner un détail essentiel pour comprendre toute la scène. D'habitude, les enquêteurs essaient de s'asseoir de côté, parfois l'un en face, mais quelqu'un est toujours sur le côté. Or, cet enquêteur se rapproche d'elle au plus près, s'assoit bien droit. Il a posé ses mains presque jusqu'au milieu de la table, et celle-ci est toute petite. Il regarde Min Min droit dans le visage, ne la laisse pas détourner les yeux. Elle s'appuie des coudes tout au bord de la table, et, elle non plus, ne se rejette pas en arrière face à son regard et à sa posture tendue. Elle se contente de le regarder en retour. Que s'est-il passé? Comment a-t-elle perdu la vie? J'ai mis fin à sa vie. Tu as mis fin à sa vie? Oui. Comment? Que s'est-il passé?
Comment a-t-elle perdu la vie? J'ai simplement mis fin à sa vie et elle est décédée. Mais comment l'as-tu frappée? Elle a trébuché, elle est tombée. Je comprends, madame. D'accord. Tu l'as frappée? Oui. D'accord. Comment? Avec quoi l'as-tu frappée? Tu voulais le faire? Oui. C'est comme ça que ça s'est passé. Combien de fois l'as-tu frappée? Elle ne sait pas. Que s'est-il passé ensuite? Après son décès? Oui, elle est simplement décédée, c'est tout. D'accord. As-tu fait quelque chose avec elle ensuite? Min Min parle calmement, presque sur le ton du quotidien. J'ai dit à mon mari de s'en occuper. Je dois m'occuper de tout le restaurant. Je n'ai que 2 mains. Je ne suis pas une fille à 4 bras. Je n'en ai que 2. Je ne voulais pas agir ainsi avec Ashley, mais parfois on ne se contrôle pas. Parfois, si tu ne le fais pas une fois, alors il faut le faire 2 fois. Si tu le fais 2 fois, il faut le faire une 3e fois. Je ne veux pas le faire. Mais je n'arrive pas à me maîtriser. Dans la salle d'interrogatoire est assis Liang, le père, et il commence à bâtir sa ligne de défense. Selon la version de l'enquêteur, elle se présente ainsi. « Ma femme n'est pas une mauvaise personne. Je l'ai épousée, après tout. Je ne l'aurais pas épousée si elle avait été cruelle dès le début. Regardez ma fille, elle a 6 ans. Jojo s'occupe de nous 2 depuis 6 ans. Pas une seule fois ma femme n'a levé la main sur Jojo sous l'effet de la colère. Nous la donnions une fessée si elle se conduisait mal, mais rien de comparable aux marques qu'on voit sur Ashley. Ma femme est une bonne personne, je comprends que ce soit difficile à croire en regardant Ashley, mais regardez George. Min est une bonne personne, c'est une bonne mère, elle a simplement un problème. L'enquêteur pose alors la question qui est, au fond, la question centrale de toute cette histoire. Pourquoi n'avez-vous jamais signalé ces sévices à la police? Voici la réponse de Liang. J'avais peur. J'étais terrifiée. J'avais peur que ces gens me prennent ma femme. Ensuite, l'enquêteur cherche à préciser à quel point la situation était grave, de quel mauvais traitement il s'agit. Liang explique qu'au début, ce n'était pas si terrible. Si cela avait été grave d'emblée, j'aurais probablement signalé. Mais voyez-vous, cela s'est aggravé progressivement. Et après, je me disais qu'elle avait déjà tellement de blessures que je ne pouvais plus appeler nulle part. Elle lui tordait le bras, elle l'étranglait, elle la frappait. Et comment? Que se passait-il? Eh bien, en gros, tout. Elle lui tordait les membres, lui donnait des coups de pied, la frappait, mais elle n'a jamais touché à George. Et c'est là que Liang commence à raconter l'histoire qui a précédé. Et cette histoire préalable est importante, car selon la version des enquêteurs, c'est précisément à partir de là que tout le reste s'est développé. Le plus jeune de la famille a été élevé pendant les 4 premières années de sa vie par les parents du mari, c'est-à-dire les grands-parents. Et à partir du moment où Ashley est revenue auprès de Liang et Min Min, il ne s'est peut-être même pas écoulé 1 an avant que tout devienne difficile. Liang dit que ses parents appellent. Citation. Et c'est la combinaison entre le fait que ma mère répète constamment à ma femme qu'elle fait tout de travers et la façon dont Ashley a réellement été élevée, cette combinaison a mis ma femme dans une véritable fureur. Et plus Min Min voyait Ashley non habituée aux pots, plus elle s'énervait. Selon Liang, c'était toujours quelque chose que faisait Ashley, et Min Min explosait. Elle ne comprend toujours pas qu'il faut aller aux toilettes dans la salle de bain. Cela énerve énormément ma femme, parce qu'Ashley est chez nous depuis 1 an déjà et qu'elle n'est toujours pas habituée. Donc, c'était l'une des choses qui irritait particulièrement votre femme? Demande-t-il. Oui, exactement. À chaque fois qu'Ashley n'arrivait pas au pot à temps, cela devenait pour Min Min un rappel de sa belle-mère, celle-là même qui la critiquait. Autrement dit, on déchargeait en fait sur Ashley quelque chose d'autre, concernant ce qui s'est passé hier. Ici, il est important de comprendre que Liang raconte toute l'image dans son ensemble. Pas Min Min. Min Min interrompt sa version là où cela l'arrange. Mais Liang va jusqu'au bout. Il dit qu'il est parti chercher George à l'école. Il rentre à la maison et découvre qu'Ashley a fait dans sa couche. Autrement dit, elle a fait dans sa couche, parce qu'elle n'est pas propre. Et voici, en substance, l'idée clé de toute cette histoire. Si la plus jeune de la famille n'est pas encore propre, c'est la responsabilité du parent. Ce n'est pas la faute d'une enfant de 4 ans. Personne n'apprend à utiliser le pot tout seul à cet âge. Ashley a fait dans sa couche. Elle se sentait apparemment si mal à l'aise avec ça dans sa couche qu'elle l'a retiré elle-même. Une partie du contenu est tombée par terre. Liang entre dans la maison et à ce moment-là, Min Min frappe la tête d'Ashley contre le tapis. Au restaurant ou à la maison?
À la maison. Vous comprenez, tu as 5 ans, tu ne sais toujours pas comment utiliser le pot, et ma femme s'est mise en colère et lui a frappé la tête contre le tapis. Vous comprenez? 2 fois. Et au début, elle respirait. À ce moment-là, elle respirait encore. Et vous avez vu votre femme faire cela? Oui. Elle s'arrête. La laisse tranquille. Elle émet des sons comme si elle ronflait. Et voici la phrase après laquelle tout devient clair. Liang ajoute, ce n'était pas la première fois qu'on lui frappait la tête contre le tapis. De la réserve jusqu'à la niche du plafond, c'est lui qui la transportera lui-même un peu plus tard lorsque l'aîné partira brièvement au cabinet pour une dent. Mais pour l'instant, tout commence par le fait qu'il n'y a pas prêté attention. Il pensait que ce n'était rien, juste une respiration rapide, un son ressemblant à un ronflement. On disait auparavant que cela n'avait rien à voir avec un sommeil normal, mais il en a décidé autrement. Elle dort ou elle respire simplement vite. 5 minutes passent et Ashley commence à vomir. Un liquide verdâtre sort de ses narines. Ils la prennent, la lavent dans la baignoire et apparemment ne comprennent toujours pas ce qui se passe. Ils la ramènent dans le salon, elle respire encore un moment, et quelques minutes plus tard, ils s'approchent pour la vérifier sur le sol, il n'y a plus de respiration. C'est à ce moment qu'ils paniquent. Alors ils décident qu'il faut un alibi. Et le plan est le suivant: l'habiller, l'asseoir dans le siège enfant, la sortir de l'appartement jusqu'à la voiture, l'attacher dans le siège auto, emmener la plus jeune au restaurant, la détacher. C'est à ce moment-là que les couvreurs la verront. À ce moment-là, il n'y avait déjà plus de signes de vie. Ils laisseront la victime dans la réserve du restaurant et ouvriront eux-mêmes comme si de rien n'était. Ensuite, il ira chercher Jojo. L'aîné doit voir Ashley en train de dormir sur le matelas dans la pièce du fond, pour qu'elle n'ait pas à mentir, pour qu'elle dise la vérité. Et alors la famille paraîtra plus convaincante. Après que Georgia aura été brièvement emmenée au cabinet, on doit lui arracher une dent. Liang transportera la victime à l'étage dans la niche du plafond. C'est d'emblée douloureux. Utiliser sa propre fille aînée comme alibi. Mais en même temps, il dit « Je ne savais pas que tout deviendrait aussi grave. Je pensais qu'elle allait simplement composer le 9-1-1. Donc vous prépariez et serviez réellement des plats pendant que votre fille était là-bas? Oui. Et vous travailliez normalement? Oui. Nous avions peur de ce qui arriverait si nous agissions autrement. Nous avions peur de perdre notre fille, de perdre notre famille, le restaurant, la maison que je comptais acheter. Tout, absolument tout dans notre vie, pourquoi nous avions trimé pendant 6 ans. Tout aurait disparu. Vous voyez, il joue le rôle du type poli, du type bien. Genre, je ne savais pas, ma femme est bien, je fais juste le ménage, j'ai peur, et ainsi de suite. Il se fiche que la petite ne soit plus. Il continue à l'appeler par son prénom. Vous étiez d'accord, votre femme et vous, pour la placer là-dedans, dans ce conteneur, mais nous avons discuté de différents endroits, et j'ai dit, celui-ci est sans doute le plus approprié. Il y a une bonne ventilation, du sel, et on n'a pas à s'inquiéter de la température. Il fait plus frais en haut, petite digression. Sur Internet, il existe une théorie selon laquelle Ashley était peut-être sur le spectre. À un moment de l'interrogatoire de Liang père, il montre aux policiers exactement comment elle se tenait, et on voit que cela l'agace, au point qu'il justifie presque la façon dont on la traitait. Il dit « Voilà comment elle se tenait. Je ne sais pas où elle a pris ça, mais ma mère ne l'a jamais reprise. Or, un être humain ne se tient pas ainsi. » Et il se lève en pleine salle d'interrogatoire. Il enlève son sweat à capuche pour cette démonstration. Il se met sur la pointe des pieds, les bras pliés au coude. Beaucoup de gens dans ces cercles appellent ça les petites pattes de tyrannosaure. Dans certains cercles, c'est un des signes auxquels on prête attention chez les plus jeunes, quand poser un diagnostic est plus difficile. Plusieurs médecins spécialisés dans le diagnostic cherchent précisément ces signes. Ses mains étaient en quelque sorte pliées au coude, puis au poignet, et elle agitait les bras vers l'avant. Parfois, elle reportait tout son poids sur une jambe, et l'autre restait sur la pointe des pieds. Et ces pointes de pied sont un autre signe auquel les parents de tels enfants prêtent attention. Elle faisait ça constamment. Et nous la corrigeons, elle le fait, nous la corrigeons, elle recommence. Et beaucoup de choses comme ça, beaucoup de moments à cause desquels il nous semblait que ma mère avait vécu avec elle pendant 4 ans et qu'elle aurait dû corriger tout cela. Et chaque fois que je harcelais ma femme avec ce genre de choses, cela déclenchait quelque chose en elle, parce que cela lui rappelait ce à quoi je pensais.
Et il dit que c'est précisément à cause de cela qu'Ashley subissait ce que les documents appellent des conséquences, alors que George non, parce que lorsqu'ils l'ont récupérée chez les grands-parents, il s'est avéré qu'elle avait, je cite, « tellement de problèmes qu'elle ne pouvait même pas manger toute seule. Elle portait toujours une couche. Elle n'allait pas aux toilettes, on ne l'avait pas habituée aux pots. Elle ne pouvait même pas ouvrir le réfrigérateur pour prendre quelque chose à l'intérieur. » Et une amie de la famille se souvenait « J'ai vu comment Ashley se comportait quand elle avait soif ou demandait quelque chose. Elle s'approchait du réfrigérateur et se contentait de pointer du doigt. Un adulte devait y aller, ouvrir la porte, et alors elle montrait ce qu'elle voulait exactement. Elle mangeait dans une chaise haute pour bébé parce qu'elle n'avait appris à tenir ni cuillère, ni fourchette, ni tasse. Et voilà ce qui m'interpelle ici. Je ne comprends pas pourquoi tout adulte, y compris cette amie de la famille, parle de tout cela comme si le problème venait d'Ashley elle-même. Car en ce qui la concerne, tout est très probablement clair et compréhensible. Si son, comme ils disent, développement contrarie quelqu'un, c'est la zone de responsabilité des parents, et ce sont eux qui doivent travailler là-dessus. Car c'est aberrant de discuter de la plus jeune de la famille comme de quelque chose d'étrange, comme s'il y avait un problème avec elle, alors qu'en réalité tout va bien chez elle. Il disait littéralement « Ashley était presque comme un nourrisson dans le corps d'une enfant de 5 ans », eh bien, naturellement. Et encore une fois, toute la faute est rejetée sur elle, alors qu'elle incombe aux parents. Liang raconte « Nous devions la nourrir, même un simple morceau de pain coupé, elle mettait plus d'une demi-heure à le manger. Ou de la nourriture semi-liquide. Elle digère mal les aliments solides, c'est pour cela qu'elle mange lentement. Il n'avait évidemment aucune intention de l'aider, car il ajoute ensuite « car nous ne l'amenions pas chez le médecin. Nous avions peur que le médecin voie qu'elle était couverte d'échymose. » Ce qui est curieux, c'est que beaucoup ne savaient même pas que le couple avait 2 filles. La plupart n'étaient au courant que pour Jojo. Et des rumeurs circulent selon lesquelles, comme il le percevait, puisque Ashley n'était pas neurotypique, il ne voulait simplement pas afficher qu'elle était leur fille. Et c'est le moins qu'on puisse dire, ignoble, parce qu'à l'interrogatoire, Liang a continué dans le même registre. Bon, d'accord, Min Min ira en prison, j'irai en prison, mais vous savez quoi, je ne veux pas que ma famille élève Jojo, qu'elle parte plutôt en famille d'accueil. Il dit que si Jojo grandit chez ses proches, elle deviendra comme Ashley. Il le formule exactement ainsi. Jojo deviendra pareil. Je ne veux pas que ma famille élève mes enfants, j'ai peur qu'elle grandisse comme l'autre, et que ma femme la déteste. Et même quand on emmène déjà Ashley dans une institution, il répète « Je ne veux pas que ma mère communique avec l'aîné ». Parce que c'est une mauvaise mère. Simplement à cause de ce qui est arrivé à Ashley. Il a très peur que Jojo grandisse dans les mêmes conditions. Et au final, le couple s'est retourné l'un contre l'autre. Les avocats de Min Min ont accusé Liang d'avoir recours à la force, à la fois contre elle-même et contre les deux. Ces déclarations ne sont jamais parvenues jusqu'au tribunal, mais Min Min a avoué au psychiatre de l'établissement que c'était Liang qui était responsable de cette issue. Selon ses dires, c'est lui qui lui avait ordonné de dire aux enquêteurs qu'elle seule portait toute la responsabilité de ce qui s'était passé. Une partie des observateurs en ligne adhèrent à cette version. Pourquoi ? Parce que si l'on regarde la manière dont elle avoue lors de l'interrogatoire, tout sonne flou. « Je l'ai fait, finissons-en. Je l'ai fait, emmenez-moi. » Autrement dit, en substance, ils affirment qu'elle ne l'a pas fait. Tout ce qu'elle a dit, c'est « je l'ai fait avec ma main ». Et elle n'a donné aucun détail. Tous les détails ne viennent que de lui. Et certains creusent plus profondément au niveau psychologique et avancent l'hypothèse. Peut-être que même la négligence de son témoignage signifie quelque chose. Beaucoup, lorsqu'ils regardent pour la première fois les enregistrements de l'interrogatoire, réagissent ainsi. En voilà une femme anormale. Et oui, elle est anormale. Mais une partie des gens se dit « Et si elle pensait faire cela pour la grande, prendre le coup pour la famille ?» Car l'homme est bien plus effrayant, il est terrifiant, avec toute cette manière. Ma femme, une si bonne personne. Et là, elle a fait cela de sang-froid à notre cadette. Dans sa tête, l'histoire est toujours la même. J'aime ma femme et je la défends. Mais si l'on creuse, chez lui aussi tout est manifestement de travers. Et voici l'argument de ceux qui sont enclins à croire à cette version. Je le répète, personne n'éprouve de compassion pour Min Min. C'est Liang, et Min Min a pris le coup pour elle parce qu'elle est en situation irrégulière aux États-Unis, sans papier. Et peut-être raisonnait-elle ainsi.
Si lui est incarcéré, elle sera de toute façon expulsée. Et alors Jojo se retrouvera complètement sans parents. Alors qu'a-t-elle dit exactement? Que c'était lui qui l'avait fait, et qu'il avait usé de violence non seulement envers elle, mais envers les deux. Et il l'enjolivait pour elle. Si tu n'endosses pas la faute, tu seras expulsé. Jojo ira dans une famille d'accueil. Elle a porté ce fardeau exactement jusqu'au moment où elle a compris qu'il avait quand même exigé que Jojo soit confié au service de protection. Les partisans de cette version, sans pitié pour Min Min, précisons-le tout de suite, ont fouillé la page Facebook du restaurant. Dans les publications, partout le même Liang. « Désolé, fermé aujourd'hui, ma femme est souffrante. Ma femme est souffrante. » Sous ces messages, les gens commencent à écrire qu'il est étrange que l'établissement ferme aussi souvent et toujours pour la même raison. Et à un moment donné, la même pensée surgit chez beaucoup. Peut-être qu'il la frappait et que la fermeture était un moyen de dissimuler les traces. Le 12 octobre 2017, Min Min plaide d'abord non coupable pour cause d'aliénation mentale, puis conclut un accord avec l'accusation. Elle reconnaît sa culpabilité pour homicide involontaire et les chefs d'accusation connexes. Au terme de l'accord, on ne lui inflige que 22 ans. Le juge, lors du prononcé, déclare en substance ce qui suit. Sa propre mère, le mot « mère » est encore un terme bien doux, car pour les femmes qui élèvent réellement leurs enfants, un tel emploi est insultant. Ici, même 100 ans n'auraient pas suffi. Alors pourquoi 22 ? Très probablement parce qu'après avoir purgé sa peine en 2040, elle sera de toute façon expulsée vers la Chine. Liang, lui, purge à ce moment-là 12 ans pour sa part de responsabilité. Il pourra retrouver la liberté dès 2030. Et c'est cela qui frappe les gens le plus durement, car lors de son interrogatoire, il raisonne tranquillement à voix haute. Admettons que nous soyons allés jusqu'au bout de ce que nous avions prévu et qu'on ne nous ait pas attrapés. J'aurais alors passé toute ma vie à regarder par-dessus mon épaule, car il fallait bien faire disparaître ce qu'on avait trouvé. Si on la jette dans l'océan, la marée la ramène. Si on l'enterre, les animaux déterrent. Ou bien quelqu'un tombe dessus. Si on la brûle, on remarque, parce que la flamme est grande, on ne peut pas faire ça de jour. Seulement la nuit, et la nuit, un grand feu se voit. Nous avons tout passé en revue. Pour être honnête, nous n'avons jamais réussi à imaginer ce qu'il aurait fallu faire ensuite. Plus loin, l'un des officiers, dans son rapport faisant suite à l'entretien avec Liang Dao, écrit séparément. Pendant toute la durée de la conversation, il n'a jamais exprimé le moindre regret au sujet d'Ashley. Le seul moment où des émotions ont percé chez lui, c'est quand il a réalisé qu'il ne reverrait plus sa seconde fille. Lors du prononcé de sa propre peine, il s'adresse au juge et déclare « cote 12 » et rien de plus en substance. Rien qui puisse, d'une manière ou d'une autre, toucher la corde sensible. Ensuite, son discours prend une tournure très étrange. « Personne, dit-il, ne se souviendra de ma fille. Personne. Ma famille. Je ne veux offenser personne, mais aucun d'entre vous ne se souviendra d'elle. Personne. » Et cette phrase laisse aux gens un goût amer qui persiste longtemps. Une partie des habitants de la petite ville demeure encore perplexe. Il paraissait si agréable, si convenable. D'autres écrivent « Je me souviens de cette affaire, je venais juste de devenir maman à l'époque, et je ne pouvais même pas imaginer qu'un être humain soit capable d'une telle chose. » Devant le restaurant, on priait, on déposait des fleurs, des peluches. Le centre commercial lui-même a été démoli peu après le drame et reconstruit à neuf. Mais la toute plus jeune, ici, on ne l'oubliera pas. Dans un autre commentaire, résonne une idée que beaucoup reprennent par la suite. Si à 5 ans, il n'y a pas d'habitude des toilettes, c'est entièrement la responsabilité de l'adulte et non de la plus jeune de la maison. Très probablement, Ashley vivait dans une tension si constante qu'un contrôle normal de la vessie n'avait tout simplement pas le temps de se former chez elle. Une autre vague, ce sont ceux que cette affaire a littéralement traumatisés à travers leurs propres parents. Une femme écrit « Ma mère aurait utilisé avec plaisir une histoire pareille pour m'expliquer à quel point j'avais en réalité de la chance. Elle me glissait déjà constamment des livres sur la maltraitance en me répétant « Tu vois bien comme tu vis bien ». Et d'autres ajoutent, à en juger par la description, Ashley avait visiblement besoin d'une aide précoce de spécialistes, elle avait peut-être des particularités de développement. Derrière les barreaux écrivent des gens,
Et ce qui frappe particulièrement, c'est la manière dont ils ont utilisé l'aîné, l'ont amené auprès de sa petite sœur, lui ont dit que quelque chose dormait et en ont fait leur alibi. Rien que ce détail donne la nausée. Les avis sur l'ancien établissement se résument aujourd'hui à une seule courte phrase: un endroit qui n'est pas pour les familles. Et c'est ainsi qu'elle restera dans la mémoire, cette histoire d'Ashley Joe, la plus jeune de la famille, dont la découverte s'est retrouvée dans le faux plafond de l'établissement qui la retenait. Une histoire difficile. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, merci de rester avec nous, merci de mettre des likes. À bientôt.